Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je voudrais tout d'abord adresser des remerciements d'abord à vous qui êtes présents, parce qu'effectivement, on a une semaine assez dense, et donc merci d'être là. Merci, Monsieur le Ministre, de votre présence. Je voudrais également remercier, parce que c'est la première fois, pardon si c'est un petit peu naïf, mais la première fois que je suis rapporteur, donc je découvre. Je voudrais remercier l'administratrice qui a travaillé là-dessus, parce que je suis impressionné par la qualité du travail fourni, c'est-à-dire la maîtrise des enjeux techniques en un temps record sur un dossier qui est quand même très, très technique, et une excellente capacité à formuler par écrit ce qui est dit et à saisir les enjeux. Et remercie également les services avec lesquels je suis en contact depuis de longs mois sur ces questions, pareil pour leur dévouement et leur capacité, leur réactivité, leur capacité à maîtriser les enjeux et à proposer des solutions. Voilà. Ayant dit ces remerciements, je voudrais juste vous présenter, chers collègues, quelques éléments de contexte en fait de ce projet de loi. Il s'inscrit dans une longue histoire qui est celle de la gestion des risques, enfin des aléas dans l'agriculture. Et je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit parce que l'un des objectifs de la politique publique conduite, c'est de développer un rapport au risque, à l'aléa dans l'agriculture, qui n'a pas été naturel en fait dans le monde agricole depuis longtemps. Je ne vais pas être long, mais je remonte quand même un petit peu loin. La loi de juillet 1900 qui a créé la possibilité d'avoir des assurances mutuelles, les caisses en fait d'assurance mutuelle, les AMA, que Groupama regroupe aujourd'hui, le nom est assez clair. À cette époque, les agriculteurs ont commencé par assurer leurs bêtes, leurs salariés, leur capital, avant de s'assurer eux-mêmes. Et pendant très longtemps, l'approche de la question de l'assurance dans le monde agricole n'a pas porté en réalité sur leur propre métier finalement. C'est-à-dire que c'est comme si culturellement, un agriculteur, les aléas qu'il gère, et en particulier les aléas climatiques, ce sont des risques professionnels qu'il assume par l'exercice même de son métier. C'est un point qui est extrêmement important parce que quand le régime calamité a été créé en 1964, qui faisait suite en fait aux lois d'orientation 60-62, qui ont été des étapes absolument énormes dans l'histoire de l'agriculture. Je vous rappelle que les trois piliers de ces lois d'orientation, c'était la question de la structure des exploitations, avec le choix du modèle de l'exploitation familiale. 2, le développement de la structuration des marchés et du pouvoir économique des producteurs. Et 3, l'aide à la cessation d'activité à une époque où il était admis que la nation avait besoin de bras et qu'il allait y avoir un transfert depuis les secteurs qu'on appelait primaires à l'époque vers le secteur secondaire, industrie et même services. Donc en 64, en fait, le régime calamité, ça a été et c'était écrit comme ça dans le texte, c'est vachement intéressant, c'était écrit qu'il était considéré qu'il y avait des risques non professionnels qui relevaient donc de la solidarité nationale. Mais il était écrit dans le texte aussi, le législateur le voulait déjà à l'époque, que le Fonds national de garantie, alors à l'époque c'était le FNGCA, c'était de garantie de calamité agricole, qui est devenu gestion des risques agricoles, était censé, dans l'une de ses sections, développer le recours à l'assurance. C'est-à-dire que le législateur voulait déjà à l'époque qu'il y ait cette complémentarité entre la part de l'État et le recours à l'assurance privée. Et ça n'a pas marché, ça. C'est-à-dire le monde agricole est resté dans cette logique de dire j'assume l'aléa qui est inhérent à mon métier et en tant que professionnel, je ne vais pas le confier à quelqu'un d'autre. Et quand il y a une catastrophe, un sinistre, je fais appel à la solidarité nationale. Et les lois qui ensuite sont intervenues et là il y a un énorme impact, parce que cette histoire-là est très très corrélée aux enjeux internationaux, en fait sous quasiment influence de l'approche américaine des questions du soutien à l'agriculture. Loi d'orientation et de modernisation en 2006 et en 2010, ça a été le développement d'un appui de l'argent communautaire de la PAC au développement de l'assurance avec la création de la multirisque climatique subventionnée qui s'est effectivement développée. Et le motif qui a fait que le législateur et l'exécutif ont écarté des pans entiers du recours de l'application du régime calamité, ça a été le développement de la multirisque climatique. Le vrai motif du non-assurable et des filières réputées assurables ou non assurables, c'était quand il y avait suffisamment de développement de multirisque climatique. C'est-à-dire qu'il y a une logique d'exclusion du développement du recours à l'assurance privée,
par rapport à ce qu'était le régime calamité, dans l'idée d'avoir un transfert. Là, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de penser les choses autrement, avec deux principes absolument fondamentaux. C'est qu'on ne prétend pas, en tant que législateur et au niveau de l'État, savoir exactement où passe la frontière entre ce qui est assurable et ce qui ne l'est pas. On arrête de prétendre ça, c'est-à-dire que ça bouge trop et ça bouge trop vite. Il faut imaginer un dispositif qui permette de suivre le déplacement de cette frontière. Et on y reviendra certainement dans les débats autour du texte. Et le deuxième point, donc il s'agit en fait de rendre possible un avenir d'adaptation au réchauffement climatique et d'aggravation de l'adversité que les agriculteurs doivent gérer. Et le deuxième principe, c'est d'organiser une complémentarité entre la part de l'assureur et celle de l'État, sur une base de recours universel, comme l'a dit le ministre à l'instant, et d'arrêter de penser que c'est l'un ou l'autre, en fait. Donc, du coup, ayant dit cela, je ne reprends pas ce qu'a dit le ministre. Principe de solidarité nationale, principe d'universalité, un principe donc du rendre possible une adaptation, avec un mécanisme, et on en parlera, autour de la création du CODAR, d'ajustement du pas de temps agricole, qui est long, d'adaptation au réchauffement climatique. Et là, je pense aux séquences 2 et 3 du Varenne de l'eau et du changement climatique. Je tiens à vous dire que ce projet de loi s'inscrit dans le cadre du lancement du Varenne de l'eau et du changement climatique. Je voudrais saluer l'action du ministre sur ce point, parce que c'est absolument énorme, ce chantier de l'eau, d'en avoir fait un chantier interministériel. C'est absolument considérable. Ce que nous faisons s'inscrit dans la séquence 1 de ce Varenne, mais les séquences 2 et 3 d'adaptation des filières et du rapport à l'eau, la ressource en eau, c'est absolument central pour les 20 ans qui viennent. Et donc, on est bien sur l'adaptation, l'ajustement entre le pas de temps agricole, d'adaptation de stratégie de filière qui s'inscrit sur le temps long, et de la réactivité commerciale des assureurs, qui est beaucoup plus courte, parce qu'elle est annuelle en réalité, dans le renouvellement, la résiliation, la modification des contrats. Donc le CODAR va permettre d'avoir cet ajustement de pas de temps qui ne sont pas les mêmes pour accompagner l'adaptation de l'agriculture. Et enfin, le quatrième principe fondamental de ce projet de loi, c'est la liberté. Liberté des exploitants de s'assurer ou de ne pas s'assurer, liberté quand ils s'assurent de choisir leur transfert de risque à l'exploitation ou à la culture, liberté pour les assureurs de développer chacun sa propre politique commerciale, son propre modèle d'assurance paramétrique indemnitaire, d'innovation. La seule contrainte qui s'exerce sur cette liberté, qui est absolument fondamentale pour permettre l'adaptation des acteurs, le développement par l'esprit d'entreprise, l'innovation, la créativité de cette adaptation à venir, la seule contrainte, c'est une contrainte de solidarité. Solidarité entre les assureurs à l'intérieur du groupement, solidarité des assureurs avec le monde agricole, et solidarité par l'action du législateur, par le budget, parce qu'il y aura des débats en PLF chaque année sur cette question de combien est doté l'ensemble du dispositif pour cet accompagnement de l'agriculture, solidarité de la nation pour son agriculture, en fait, dans le rapport à l'alimentation et à l'eau. Donc, je termine juste en vous disant très rapidement, parce qu'on va en parler, qu'il y a assez peu d'articles et que ces articles modifient les articles du Code rural qui ont été créés et modifiés depuis 1964, c'est-à-dire qui ont créé le CNGRA, le FNGRA, ce qui a été en fait le régime calamité, puis le développement des produits d'assurance subventionnés dans le cadre de la PAC. En fait, nous touchons à ces articles-là, qui datent de 1964, qui ont été modifiés en 2006-2010. L'ensemble des articles, donc nous allons y revenir, établissent tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire un principe de solidarité nationale, les conditions d'indemnisation par l'État, l'impact du règlement Omnibus, essentiellement cela. Ensuite, il y a des articles qui traitent de la question des outre-mer. Là, on est sur une loi qui est très focalisée sur l'agriculture hexagonale. Et évidemment, un dernier article sur l'entrée en vigueur en 2023. Tout cela se fait tambour battant, et donc je boucle la boucle en continuant, en insistant sur les remerciements de l'ensemble des acteurs qui ne comptent pas leurs efforts depuis que le ministre a pris à bras-le-corps ce chantier pour, je cite, le faire atterrir, pour que justement ça puisse se faire rapidement avec une entrée en vigueur en 2023.